Bonjour, l'AFEF a décidé, sous l'impulsion de son très énergique secrétaire Victor de Lédingan, de développer un nouveau type d'information consistant en une série de courts exposés précis sur des thématiques cliniques. J'ai le plaisir d'être le premier intervenant et nous espérons tous que cette série sera longue et surtout intéressante. Je vais donc vous parler du traitement médical de la cholestase. Voici mes conflits d'intérêts et bien évidemment la cholestase est en rapport et définie par une diminution ou un arrêt de la sécrétion biliaire. Et ces conséquences sont essentiellement en rapport avec l'augmentation des concentrations sériques et surtout tissulaires des acides biliaires. Les causes peuvent être au niveau de l'hépatocyte par un défaut de transport des composants de la bile ou par un obstacle au niveau des canaux biliaires. Et bien sûr, au moment de décider le traitement, il faut toujours se poser la question d'un obstacle sur les grosses voies biliaires, éventuellement accessible, un traitement chirurgical ou endoscopique. Dans les autres cas, notamment les cholestases intrahépatiques, c'est l'indication du traitement médical. Et bien sûr, je vous parle de l'acide urso-désoxycholique que vous avez reconnu. Cet acide biliaire est donc prédominant chez l'ours, d'où son nom. Il n'est présent à l'état de trace que de traces chez l'homme et il a des propriétés bien différentes des acides biliaires endogènes. En effet, il est plus hydrophile, donc moins détergent, et ce qui explique le paradoxe apparent de traiter une maladie caractérisée par une accumulation d'acide biliaire par un autre acide biliaire. On sait depuis longtemps qu'il est capable de dissoudre les calculs biliaires de cholestérol, qu'il a une très bonne tolérance, et c'est presque fortuitement qu'il a été constaté chez les malades traités par acide urso pour une lithiase biliaire, mais qui avaient également une maladie des tests hépatiques, que ces tests hépatiques s'amélioraient. Et ça a été le début de la longue saga de l'acide urso, notamment dans la cirrhose biliaire primitive, et je ne résiste pas au plaisir de vous montrer l'effet spectaculaire sur les phosphatases alcalines, mais surtout en termes de survie sans transplantation et sans effet clinique, donc l'effet très clairement bénéfique de l'acide urso par rapport au groupe placebo. Si bien que la société américaine et d'ailleurs européenne recommande très fortement l'utilisation de l'acide urso à la posologie de 13 à 15 mg par kilo et par jour dans les CBP dès qu'il y a des anomalies des tests hépatiques, quel que soit le stade histologique. Et vous voyez que le niveau de recommandation est extrêmement fort. Alors comment expliquer cet effet très spectaculaire de l'acide urso? Eh bien, les mécanismes d'action sont multiples. D'une part, une action cholérétique en favorisant la sécrétion des acides biliaires par l'hépatocyte, mais également en favorisant la sécrétion de bicarbonate par les cellules épithéliales biliaires, ce qui renforce ce qu'on appelle l'ombrelle de bicarbonate qui protège les cellules épithéliales biliaires, et d'autre part en diminuant l'absorption intestinale des acides biliaires endogènes. En conséquence, il y a de profondes modifications du pool d'acide biliaire et très schématiquement, le gentil acide urso remplace les méchants acides biliaires endogènes. Mais il y a également d'autres actions cytoprotectrices, directes ou indirectes, au niveau de l'hépatocyte et des cellules épithéliales biliaires, notamment par une action anti-apoptotique, et il y a également une activité anti-inflammatoire. Alors, comme vous le savez, et heureusement, les indications dans le cadre réglementaire de l'AMM ont évolué, et désormais, en plus de la lithiase cholestérolique, les indications concernent 6 maladies cholestatiques, bien sûr la cirrhose biliaire primitive, la cholangioschlérosante primitive, les cholestases intrahépatiques familiales, alors qui sont des maladies de l'enfant rares, notamment le type 3 en rapport avec un déficit du transporteur MDR3, la cholestase de la mucoviscidose, fort heureusement la cholestase gravidique et le fameux syndrome LPAC, donc qui consiste en une lithiase de cholestérol, souvent de petite taille et intrahépatique, en rapport avec un déficit du transporteur des phospholipides dans la bile.
Un point très important est que les posologies doivent être adaptées aux indications. Ainsi, dans la cirrhose biliaire primitive, la posologie est recommandée de 13 à 15 mg par jour, plus élevée dans la cholangite sclérosante primitive, 15 à 20 sans dépasser 20, j'y reviendrai. Dans les maladies de l'enfant, les posologies sont plus fortes, 20 à 30. Dans la cholestase gravidique, c'est de 10 à 20, sans dépasser 1 g par jour. Et enfin, dans les maladies lithiasiques, posologie plus faible, 5 à 10 mg par kilo et par jour. Alors, comment administrer l'acide urso? Eh bien, très habituellement, cela se fait en 2 prises par jour, au petit déjeuner et au dîner, mais si l'on considère que l'observance peut être favorisée par une prise unique, ou en cas d'administration de cholestéramine dans le cadre du traitement d'un prurite, et qui nécessite alors de prendre l'acide urso à distance de la cholestéramine, eh bien, une seule prise au coucher est tout à fait possible. L'acide urso est très bien toléré et les effets indésirables sont rares. Cependant, il peut être observé une tendance à avoir des selles liquides. Une étude a rapporté une prise de poids chez les femmes ayant une CBP traitée par l'acide urso. Et enfin, il peut exister une majoration du prurite à la phase initiale, mais cet effet peut être minimisé par quelques précautions d'emploi. En effet, un principe dans l'administration d'acide urso est d'adapter la posologie initiale à la sévérité de la maladie. Ainsi, en cas de prurite, d'ictère et un moindre degré de cirrhose ou de ductopénie sévère, il est bon de débuter à une dose faible, par exemple 3 à 5 mg par kilo et par jour, sauf bien sûr dans la cholestase gravidique, puisque le temps est compté et qu'il faut être rapidement efficace, puis d'augmenter progressivement par palier mensuel de plus 3 mg par kilo et par jour, avec une surveillance des symptômes et de la biologie, jusqu'à atteindre la posologie souhaitée. Si la bilirubine augmente, il faut revenir à la posologie antérieure. Et à nouveau, dans la cholangite sclérosante, il ne faut pas dépasser la posologie de 20 mg par kilo par jour. En effet, comme tout médicament, eh bien, l'acide urso peut avoir des effets délétères, donc dans la cholangite sclérosante primitive, mais à des doses très élevées, qu'on pourrait qualifier de cheval, 28 à 30 mg, c'est-à-dire le double de la posologie de la cirrhose biliaire primitive. Cet essai américain a montré que la survie sans événement clinique était moins bonne dans le groupe acide urso que dans le groupe placebo. Et ceci a été rapporté à une accumulation trop importante d'acide biliaire. Et également, dans la cirrhose alcoolique avec ictère, cet essai randomisé a montré que la survie était moins bonne dans le groupe traité par acide urso. Mais là, on considère qu'en fait, certes, il y avait un ictère, mais essentiellement dû à une insuffisance hépatocellulaire, et que l'acide urso s'accumulait sans remplacer les acides biliaires endogènes. Alors, une question souvent en pratique clinique concerne la grossesse. Donc les données du centre de référence sur les agents tératogènes, le CRAT, dont je conseille d'ailleurs de consulter le site, sont les suivantes. En termes d'aspect malformatif, eh bien, au cours du premier trimestre, les données publiées sont peu nombreuses, mais il n'y a aucun élément inquiétant signalé. Et dans l'expérience propre du CRAT sur plus de 30 femmes, il n'y a eu aucune conséquence particulière. L'acide urso n'est pas tératogène chez l'animal. En termes d'aspect fœtal, les données publiées là sont très nombreuses et rassurantes. Et enfin, pour l'allaitement, peu de données, mais aucun événement particulier. On sait que la concentration dans le lait maternel est très faible. Si bien que l'AMM recommande les façons suivantes. Au cours du premier trimestre, l'acide urso est envisageable s'il y a une mise en jeu du pronostic hépatique en l'absence de traitement. Au cours du deuxième et troisième trimestre, pas de problème. Et enfin, l'allaitement est envisageable. Si bien que notre attitude habituelle est de ne pas interrompre l'acide urso. Alors, comment apprécier la réponse à l'urso? Eh bien, pour toute cholestase, ça va être sur l'évolution des symptômes et l'évolution biologique, classiquement à 3, 6 et 12 mois, puis de façon semestrielle. Il existe des critères de réponse, mais qui n'ont été bien définis que pour la cirrhose biliaire primitive. C'est la réponse biochimique précoce
que je vais indiquer dans ma prochaine diapositive, et en termes de conséquences de la cholestase sur l'élastométrie annuelle. Pour la cholangite sclérosante primitive, ces critères sont beaucoup moins bien définis. Les plus importants sont probablement la bilirubine, les phosphatases alcalines et l'élastométrie. Alors, dans la cirrhose biliaire primitive, cette fameuse réponse biochimique précoce qui permet d'identifier donc assez tôt les malades qui auraient besoin d'un traitement adjuvant sont les suivants. Pour les cirrhoses biliaires primitives, quel que soit le stade, y compris les stades avancés, eh bien, une réponse est définie par des phosphatases alcalines inférieures ou égales à 3 fois la normale et des azates inférieures ou égales à 2 fois la normale et une bilirubine normale. C'est facile, 3, 2, 1. Et vous voyez, cette réponse permet d'identifier clairement les patients qui vont avoir un excellent pronostic de ceux qui auront finalement un pronostic observé similaire au pronostic prédit par les différents modèles. Pour les cirrhoses biliaires primitives à un stade plus précoce, ces critères sont plus stricts. Phosphatase alcaline et transaminase inférieure ou égale à 1,5 fois la normale et toujours bilirubine normale. La réponse à 1 an a été définie dans ces travaux, mais l'on sait maintenant que la réponse biochimique à 6 mois peut être utilisée parce que dès 3 mois, la majorité de la réponse est observée, qui se poursuit jusqu'à 6 mois, et après on est en plateau. Donc la réponse à 6 mois est un critère fiable. S'il n'y a pas de réponse, quelles sont les causes de résistance dans le cas de la cirrhose biliaire primitive et de la cholangite? Donc en général, une maladie évoluée, cirrhose ou ductopénie sévère. Toujours se poser la question de l'association à une hépatite auto-immune avec un rôle important dans la biopsie hépatique, et bien sûr la mauvaise observance, et là qui peut être détectée par l'interrogatoire et idéalement par la chromatographie des acides biliaires qui va donner le pourcentage d'acide urso, mais c'est un examen qui n'est pas facilement disponible et qui est cher. Il existe des causes spécifiques mais plus rares, dans la cirrhose biliaire primitive, la dystéroïdie et les maladies cœliaques, dans la cholangite sclérosante primitive, bien sûr. Y a-t-il un cholangiocarcinome? Et on sait de l'imagerie, éventuellement des marqueurs du brossage endobiliaire et du PET scan. Existe-t-il une sténose dominante ou une lithiase biliaire pouvant bénéficier d'un traitement mécanique? Là, c'est sur l'imagerie. Ou existe-t-il une toxicité médicamenteuse, notamment dans le cadre du traitement de la lithique? Et la biopsie hépatique est très utile. Alors, chez les malades n'ayant pas une réponse satisfaisante à l'acide urso, existe-t-il des perspectives d'autres traitements? La réponse est oui. Notamment avec l'acide nor-urso-désoxycholique, qui est un espèce de super acide urso avec un pouvoir plus important sur la cholérèse et la détoxification des acides biliaires. Et puis deux familles, une très récente, les agonistes de FXR. FXR est un espèce de grand récepteur nucléaire qui est un chef d'orchestre des transporteurs canaliculaire. Donc en le stimulant, on va stimuler le transport des composants de la bile. Et l'acide obéticolique est en cours de développement avec des résultats intéressants dans la cirrhose biliaire primitive. L'autre grande famille est une classe beaucoup plus ancienne, les fibrates, qui sont donc des agonistes de PPAR alpha, qui donc ont une action anti-inflammatoire, mais également sur la synthèse des acides biliaires et également sur l'activité de certains transporteurs tels que MDR3, donc avec des résultats d'études ouvertes montrant une efficacité au moins biochimique très importante. Des essais sont en cours, la plupart randomisés, notamment le fameux essai BES-URSO dans la cirrhose biliaire primitive. Donc, l'acide urso est bien sûr le principal traitement médical des cholestases. Il a de nombreux mécanismes d'action et il a permis de transformer le pronostic de certaines maladies cholestatiques et notamment de la cirrhose biliaire primitive. Mais avant d'introduire l'acide urso, il est bon de toujours avoir un diagnostic étiologique précis, de se rappeler que les posologies sont à adapter en fonction de la maladie traitée et de sa sévérité, et que, heureusement, de nouvelles molécules seront probablement disponibles dans un avenir proche. Je vous remercie.